Et ce soir, on va vraiment parler de matériel et pas de code. Voilà. Alors, le thème, c'est la Pi 5 hein, et c'est les Arduino Uno R4 qui sont sortis il y a quelques semaines maintenant. La R4 est sortie en été dernier, enfin l'été dernier, et la Pi 5 à l'automne dernier. Alors, pourquoi il nous paraissait important de parler de ces microcontrôleurs et de ces cartes? Tout simplement parce que aujourd'hui, ça fait partie du paysage, que l'on soit dans le faire soi-même, que l'on soit dans le maker ou dans les pré-séries ou dans tout ce qui est le prototypage de l'embarqué. On sait très bien que les Pi 5, les ESP32 ou les Arduino sont aujourd'hui très, très utilisés. Alors, qui aujourd'hui utilise de l'ESP 8266 ou de l'ESP32? OK. Le taux 32? 32, d'accord. S3 ou une autre variante? D'accord, OK. De l'Arduino R3, R4, OK. Pi, Pi 3, Pi 5, Pi 4, Pi 4, Pi 5, non? Personne, d'accord. Donc là, en fait, le but, c'est de vous présenter un petit peu tout l'environnement matériel. Donc là, on va vraiment être au niveau de la board, hein, pour qu'on arrive avec l'ensemble des nouveautés qui sont présentes, les avantages et les inconvénients aussi de chaque carte, parce qu'on verra que parfois, c'est un esprit de compromis et les compromis sont parfois très mauvais. Et ça peut influencer vos développements, qu'ils soient software ou développements liés effectivement à des capteurs. Et c'est notre 38e meet-up, voilà. Donc merci effectivement à The Coding Machine de nous accueillir. Donc c'est l'avant-dernier meet-up que l'on fera ici, parce qu'après on va changer de lieu. L'agenda est très simple. Hein. Donc, moi, je vais finir les petits slides de présentation et ensuite, on va parler de nos cartes. Donc, ce sera la session principale et on finira à côté avec quelques pizzas pour finir la soirée. Programmer, donc moi, je suis le rédacteur en chef de Programmer depuis 25 ans, enfin 23 ans maintenant. Donc, Programmer, magazine dédié aux développeurs, makers, CTO et Tech Lead. C'est 10 numéros par an, 6 numéros normaux, 4 hors série. Le dernier hors série, c'est sur l'informatique quantique, voilà, donc, qui est sorti mi-décembre, et le prochain, c'est fin janvier. Voilà, donc ça, Technosaur, c'est sur l'histoire de la micro-informatique. Le dernier est sorti il y a quelques semaines sur les 40 ans du Macintosh, hein, parce qu'on va fêter les 40 ans du Mac le 24 janvier. Et oui, parce que ça fait déjà plus de 40 ans que le Mac nous raconte l'histoire de la micro-informatique. Nos prochains événements, donc le 6 février, ce sera ici. Normalement, alors c'est encore sous réserve parce que le sujet n'est pas encore totalement arrêté. On va parler de la Microsoft DevBox, donc c'est une sandbox pour les développeurs côté Azure. Donc ce sera ici à 18h30 comme d'habitude, mardi. Et les prochaines DevCon, donc nos conférences techniques les jeudis, donc c'est toute l'après-midi à partir de 13h30 et début des sessions à 14h et on finit à 19h30 environ. 6 sessions techniques au minimum et on finit par notre pizza party habituelle. La prochaine, c'est le 7 mars et on va parler de l'environnement IA. Donc, comment les codes, comment l'IA fonctionne vraiment dans le bas niveau. Donc, là, on va vraiment être au niveau du matériel et de l'infrastructure et comment on code tout ça et comment on peut implémenter du machine learning et de l'IA très facilement aujourd'hui dans nos propres applications. Et la deuxième DevCon du premier semestre, ce sera, donc c'est à 42 aussi, et ce sera en juin. Et là, on va être dans un thème assez fun, c'est le game dev, donc les métiers du jeu, en fait, et comment on devient développeur de jeu, et toutes les techniques pour développer des jeux 2D, 3D, etc. Voilà. Donc ça, ce sera aussi à 42 en juin. La date sera communiquée vers le mois de mars. Alors,
L'API, en fait, comme vous le savez sans doute, c'est un projet qui est né en Angleterre, il y a maintenant plus de 12 ans maintenant, donc avec la fameuse Pi 1. Donc là, on a un petit peu tout l'ensemble de l'évolution de l'API. L'idée au départ de l'API, c'était quoi? C'était vraiment de proposer une carte de mini PC ou de Barbone, hein, comme on veut, euh, qui soit le moins cher possible. Voilà, parce qu'on a démarré les prix aux alentours de 35 $. On verra dans quelques minutes que maintenant, malheureusement, on est très très loin de ce chiffre-là. Et au fur et à mesure des itérations, effectivement, on a gagné en puissance, on a gagné en usage, ainsi qu'en fonctionnalité. Alors, le form factor est resté grosso modo le même. Et retenez bien le grosso modo, parce qu'on verra que la Pi 5, en fait, va poser un petit souci, c'est que si vous avez déjà des projets ou des boîtiers ou des prototypes Pi 3, Pi 4, on ne va pas migrer aussi facilement que cela en Pi 5. Voilà, parce que ça pose un petit souci, parce que le form factor est le même, mais comme on le verra, les emplacements de certains composants posent par contre, eux, un vrai souci. Voilà, donc ça, on le verra tout à l'heure. Alors, ce qui est aussi à noter, c'est que la fondation Pi, en fait, a fait évoluer. Donc, la carte, c'est vraiment le flagship. En fait, c'est vraiment ce qui se vend le mieux et c'est le plus connu. Cependant, avec les années, effectivement, la fondation Pi a décliné son concept avec des formats nano. Donc là, on est dans de la Pi 0. Donc, c'est des tout petits formats, en fait, donc qui conviennent très bien aux objets vraiment embarqués. Donc, ça va être tout ce qui est à la Pi Pico ou la Pi 0. Donc ça, ce sont les dernières productions. On a aussi des Pi modules. Donc là, les Pi modules, c'est plus dans de l'industriel, en fait, où sur une board principale, on va pouvoir y connecter plusieurs modules Pi, en fait. Mais là, c'est vraiment pour de l'embarqué pur et dur ou pour gérer de la machine-outil à ce niveau-là. Et enfin, on a la Pi 400, donc c'est un clavier avec l'électronique en dessous. Donc là, ça, c'est basé sur une Pi 4. Alors, qui remplace effectivement votre PC, hein. On a un clavier, on a toute la connectique à l'arrière, on branche la souris et l'écran et ça fait vraiment effectivement un PC. Là, ça va nous alentours de 100, 120 euros selon de la configuration que l'on va prendre. Donc, c'est relativement intéressant, c'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais ça a l'avantage d'être assez compact à ce niveau-là. Mais la Pi 400, déjà, on n'a pas de Pi 500 parce que la migration en Pi 5 n'est toujours pas annoncée et on ne sait pas si elle sera vraiment annoncée un jour. Ça reste encore à savoir. Et le gros défaut, en fait, de la Pi 400, mais comme toutes les autres Pi, c'est qu'on n'a aucun moyen de les réparer. Ah, donc ça, c'est un gros défaut de la Pi, mais c'est le gros défaut de tous les microcontrôleurs de ce genre-là. On ne peut pas les réparer, sauf si vous êtes vraiment équipé. Voilà. Moi, je l'ai tenté une fois, mais je ne le recommencerai pas. Voilà, voilà, il faut vraiment un vrai poste à soudure, il faut tous les flux de soudure. Voilà, moi, ce n'est pas mon truc. Et là, ça devient assez compliqué à faire. Donc, voilà un petit peu la gamme de l'API. Donc, vraiment, au départ, on était esprit vraiment maker, le faire soi-même, le mini PC, et comment on démocratise en fait le monde de la technologie et de la micro-informatique à tout le monde, que ce soit pour les écoles ou même effectivement à la maison. Et peu à peu, en fait, la fondation a migré vraiment vers des usages beaucoup plus professionnels avec un certain nombre de modèles, en tout cas proposer vraiment une variété de devices selon l'usage que l'on va faire, que l'on soit en entreprise, à la maison ou dans les écoles. Voilà. Donc ça, c'est le panorama effectivement complet du monde Pi. Alors, notez aussi que la Pi n'a jamais été open source. Ce n'est pas du matériel ouvert, contrairement à ce qu'on trouve avec d'autres plateformes, et notamment les Arduino, qui, elles, par contre, sont des plateformes ouvertes.
l'API n'a jamais été ouvert à ce niveau-là. Donc ça, c'est bon à savoir, même si on y fait tourner effectivement un Linux. Donc ça, c'est ça pose aucun problème. Mais par contre, tout le bas niveau, tous les designs ne sont pas librement accessibles à ce niveau-là. Est-ce que ça n'a pas nuit aux Arduino d'être ouverts dans un sens parce qu'il y a énormément de copies d'Arduino? Alors oui, oui et non, parce que en fait, l'avantage de l'Arduino, c'est que les prix ont beaucoup baissé. Ça, c'est l'avantage, c'est que comme c'est de l'open source, on trouve de très bonnes clones à 5 $, de 3. Par contre, comme les subsets sont parfois différents, il faut que tu utilises des bons drivers pour la bonne carte. En fait, un des clonages les plus connus au niveau Arduino, c'est le CH340. Et là, il faut un driver pour pouvoir les utiliser. Ouais. Alors, c'est pas très, très compliqué, mais il faut le savoir, c'est tout. Parce que même quand tu t'installes pas les bons pilotes, en fait, l'Arduino n'est jamais reconnu. Moi, tu vois, c'est le petit souci des clones. Par contre, moi, j'en ai acheté des dizaines et des dizaines sur effectivement Alibaba Express. Ça pose aucun souci à ce niveau-là. Par contre, clone de l'API, non, ça, on n'en a jamais trouvé à ce niveau-là. C'est la grande force de l'Arduino. Par contre, on ne va pas avoir exactement les mêmes usages. Voilà, en fait, c'est là où je vais venir aussi effectivement à la fin, c'est que l'Arduino et l'API, même si ça se ressemble, pour moi, ce sont deux usages vraiment très distincts. Je ne ferai jamais la même chose que je peux faire en Pi avec effectivement à la R3 ou la R4. Ça, c'est pas possible à la base. Après, quand je dis ça à nuit, c'est plus un modèle économique qu'il faisait. Bah, non, bah, en fait, non, parce que en fait, en fait, Arduino a très bien marché, mais ils se vend toujours très, très, très bien. Ils sortent énormément de cartes. En fait, eux, ils sectorisent vraiment leur marché. Aujourd'hui, ils doivent avoir plus d'une quinzaine de cartes aujourd'hui. Alors, ce qui nuit par contre effectivement à la visibilité globale. Par contre, eux, effectivement, chaque carte, il correspond à un usage ou deux usages grand maximum. Voilà. C'est bien et c'est pas bien à la fois. Voilà. Ouais. Ça dynamise le marché. Par contre, ça rend vraiment un petit peu illisible l'offre exacte d'Arduino à ce niveau-là. Ça, c'est le petit souci. Mais bon, moi, j'étais très, très Arduino, mais quand j'ai découvert les ESP, maintenant, les 3/4 de mes prototypes, je les fais uniquement en ESP. Ce qui est moins cher et c'est beaucoup plus puissant. Ça, c'est l'avantage à ce niveau-là. Alors, un petit schéma très, très simple, en fait, pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit où on est entre la première Pi et la Pi 5. Alors ça, en vert, on a le prix. Donc, on voit que le prix, il a plus que triplé, en fait. Donc, aujourd'hui, en fait, une Pi, on est, alors, la Pi d'entrée de gamme, on va dire, donc en 4 Go, on est aux alentours de 80 € aujourd'hui. Alors qu'au départ, on était à moins de 30 €, on était aux alentours de 25-30 $, en fait, à l'époque. Et déjà, en fait, la rupture, c'est la Pi 3 et Pi 4. En fait, c'est vraiment la Pi 4 en fait, qui a fait le point de rupture au niveau des tarifs, à ce niveau-là. Ensuite, on voit effectivement une progression en rouge de la puissance du CPU et du SoC, parce que donc, à l'origine, on était vraiment dans du CPU, donc un microprocesseur classique, et maintenant, on est vraiment dans du SoC. Hein. Donc là, le SoC, hein, je rappelle, c'est on a un CPU, on a la mémoire intégrée, on a le GPU aussi très souvent intégré, et tout un tas de composants annexes qu'on va intégrer dans un même bloc de composants. L'avantage, c'est que ça prend moins de place sur la carte et c'est beaucoup plus simple, effectivement, à intégrer dans le PCB. Légère progression, effectivement, en termes de puissance, en termes de cœur, entre la Pi 2 et notamment entre la Pi 2, Pi 3, Pi 4 et Pi 5. Au niveau de la RAM, pareil, on voit effectivement une très nette accélération à partir de la Pi 3 et la Pi 5, en fait, confirme vraiment ce virage.
en supprimant toutes les gammes vraiment qui étaient en deçà de 2 gigas maintenant de RAM. On n'a plus de Pi 5 en dessous de 4 gigas maintenant. Voilà. Et ça, c'est vraiment lié aussi pour bien exploiter toutes les possibilités de la carte et notamment du SoC, parce que comme c'est un processeur en 64 bits, il faut un minimum de RAM en fait pour pouvoir exploiter l'adressage en 64. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec les entrées de gamme de la Pi 4. Parce que quand en Pi 4, on prenait la version 1 giga, en fait, on était en 32 et pas en 64 parce que on ne fait pas un adressage en 64 bits avec 1 giga de RAM. Ça, c'est pas possible. Voilà, ça, c'est physique, hein, c'est comme ça. Mais c'était le petit élément qu'il fallait avoir en tête quand on choisissait en fait l'appli. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu dans l'appli 5? Donc, au niveau du SOC, hein, donc, bon, on va dire que c'est un Broadcom, donc c'est un fondeur absolument classique. C'est du 4 cœurs, c'est du ARM, évidemment. Donc voilà, donc là, je dirais que le ARM aujourd'hui, bah, c'est l'architecture processeur que l'on va retrouver un peu partout aujourd'hui, dans tout ce qui est embarqué, dans l'IoT, dans ces smartphones. Ce ne sont que des ARM, en fait. Alors là, c'est du Cortex, parce qu'on est vraiment dans du ARM plutôt dédié embarqué et mobile. Donc ça, c'est tout à fait normal que l'on soit dans du Cortex. Euh, Au niveau graphique, donc on est dans le vidéocore, donc ça c'est dit effectivement à Broadcom. Donc là, c'est une évolution. Par contre, ce qui va être très intéressant à noter, c'est les niveaux de cache que l'on a, donc cache L2, L3. En fait, le cache, quand on est en cache processeur, c'est ce qui est le plus important, en fait, parce que le cache L2, L3, c'est la mémoire RAM qui est la plus rapide en interne. Plus vous avez de mémoire cache niveau 2 et 3, et plus vous aurez un bus d'adressage interne ultra rapide. Et ça, c'est très, très important. Vous pourrez avoir 16 Go de RAM si vous n'avez pas assez de mémoire cache au niveau du SoC et au niveau du CPU, ça ne sert strictement à rien, en fait. Et vous allez avoir effectivement un veau au lieu d'avoir effectivement une voiture de course. Donc ça, c'est pas mal. En fait, là, avec l'appli 5, en fait, on va vraiment exploiter l'ensemble des possibilités du processeur. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Seule limite, c'est que le cache de niveau 2, donc qui est le plus rapide, alors, c'est pas mal. Hein, donc, en fait, chaque cœur a son propre cache L2. Et par contre, on a un cache commun L3 de 2 mégas. Donc là, franchement, on est vraiment pas mal. On est bien. Et ce qui est très important avec ma Lapis 5, par contre, c'est ce port-là. C'est le PCI Express. Et ça change tout parce que, enfin, Pi se met à niveau des concurrents comme de la Banana, comme de l'Android ou de l'Orange Pi. L'avantage d'avoir effectivement un PCI Express, c'est qu'on va pouvoir enfin utiliser des devices haute performance, comme du stockage. Aujourd'hui, quand vous utilisez une Pi 3, Pi 4, quand vous voulez utiliser effectivement un disque dur, bah, on passe par de l'USB. Alors, l'API 4, effectivement, on va me dire, oui, mais l'API 4, on a un vrai port USB, c'est de l'USB 3 dédié et non pas partagé. Donc là, on a des débits qui sont relativement acceptables. Par contre, là, en passant par du PCI, c'est fait pour ça. Et là, au niveau des perfs, effectivement, on va commencer à trouver des choses très intéressantes et notamment, on va pouvoir y mettre effectivement du flash, donc effectivement un stockage effectivement SSD classique via ce connecteur. Alors, on verra que c'est une bonne idée, sauf que l'API 5 ne va pas au bout de l'idée. Et ça pose encore un autre problème, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Au niveau de la mémoire RAM, donc, on a le choix entre du 4 Go ou 8 Go. Voilà, donc ça, c'est le choix à faire. Donc, comme on n'a pas de mise à jour possible, on choisit l'une ou l'autre. Voilà. Donc, quand vous prenez la 4 Go, on est vraiment dans du 70 à 80 euros. Quand vous êtes dans la 8 Go, par contre, on est plus proche des 90 et 100 euros. À ce niveau-là.
Au niveau Ethernet, réseau filaire classique, hein, c'est du 1 gigabit. Donc là, j'ai rien à dire. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le support du PoE. Alors, qui connaît le PoE? Tu nous rappelles ce que c'est? Ou alors le Ethernet, ça Ouais. permet de faire l'alimentation du réseau sur le même câble. Ouais. Et ça, c'est très intéressant, notamment quand on a des câblages, mettons en vidéance surveillance ou des gros capteurs, ça évite effectivement de câbler de la lime externe. Donc ça, c'est pas mal, sauf qu'on est toujours. Alors, effectivement, le connecteur Ethernet, il supporte en standard. Par contre, on est condamné encore à avoir un shield pour pouvoir l'exploiter, malheureusement. C'est quoi la différence avec un Eh en fait, aucun. Aucun. Alors si, en fait, il supporte ma version plus, c'est tout. C'est quoi la différence? C'est juste une question de volts. En fait, tu as de watts supportés, mais c'est tout, en fait. Mais bon, mais en fait, voilà, ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'on est condamné à avoir une shield encore dessus. Il y aura un shield officiel PoE ou... Ouais, ouais. Et ce sera pareil ici. Ah, voilà, en fait, ce qui pose problème, c'est qu'en fait, encore une fois, ils ont de bonnes idées, mais parfois, ils ne vont pas au bout de leurs idées. Mais ça ressemble à quoi le shield En fait, tu vas retrouver un truc comme ça. En fait, maintenant, tu mens. Donc, en fait, tu connectes en fait, ton PoE sur les GPIO. Ensuite, tu as un câble qui fait la connexion, en fait, le lien, pour pouvoir exploiter en fait, ton alimentation sur le filaire. Et puis, ensuite, tu connectes ça sur ton hub et tout. Et par contre, effectivement, si tu passes avec un switch réseau, il faut que ton switch supporte effectivement le PoE, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Un injecteur. Ou sinon un injecteur, effectivement. Effectivement. Donc là, les injecteurs, hein, ce sont des petits boîtiers en fait qui permettent de se passer d'un switch pour faire du PoE à ce niveau-là. Alors, autre nouveauté que l'on attendait ou pas, bon, bah, moi, je ne sais pas ce que j'attendais plus, hein. C'est un bouton de marche arrêt. Voilà. Donc, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. Par contre, ça, c'est très utile. On a enfin de l'horloge en temps réel qui est prévu. Donc, enfin, avec Malapi 5, on pourra faire du fameux real-time clock directement sur la carte. Alors, et aussi, ce qui est très important, la compatibilité, la rétro-compatibilité au niveau des GPIO, donc au niveau des broches d'extension. Donc ça, c'est pas mal. Donc en fait, l'ensemble des hâtes que vous avez continueront à fonctionner avec l'API 5. Voilà. En sachant que vous avez des shields qui peuvent coûter très cher. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, on a deux micros connecteurs HDMI en 4K et 60 frames par seconde. Alors moi, je déteste les micros HDMI, déjà, parce que je trouve que c'est de la vraie merde. En plus, elles sont trop proches. Donc, quand vous avez des dongles de micro HDMI trop proches, ils ont tendance voilà, à se coller entre eux et puis à se gêner. Voilà, bon, ils ont décidé de garder ça. Franchement, c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eue à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, par contre, ce qui est très intéressant, on a une belle accélération, une belle optimisation au niveau des décodeurs matériel pour l'encodage et décodage de la vidéo. Donc ça, c'est pas mal à ce niveau-là. Après, on a du classique de l'USB 3, USB 2. L'USB-C est que pour la ligne. Donc, on ne pourra pas l'exploiter pour y connecter un device à ce niveau-là. Alors, ça, c'est aussi un petit inconvénient. Ils ont sorti une alimentation plus puissante. Donc là, maintenant, on est en 27 watts, maintenant, au lieu de 15. D'ailleurs, je l'ai apporté ici. Hein, donc, voilà, et ça, c'est la version officielle, voilà, en 27 watts. Alors, pourquoi ils ont sorti ça? Tout simplement parce que l'API 5, pour être vraiment exploité, a besoin de plus de puissance au niveau de son alimentation. Alors, les alims actuels 15 watts fonctionnent.
sauf que vous ne fonctionnerez pas plein pot. En fait, la carte va s'auto-réguler à cause de la puissance délivrée par votre anime. Donc ça, c'est à savoir. La lime officielle coûte environ 15 € en plus de la carte, évidemment. Voilà, donc ça, c'est un petit truc, effectivement, à savoir. Alors, dernier petit détail intéressant, c'est que les deux connecteurs MIPI, donc c'est pour le display externe et pour la caméra, maintenant, les connecteurs sont strictement identiques. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On peut faire que ce soit du display, donc un écran de type OLED ou TFT comme on veut, sur l'un et l'autre des connecteurs. Maintenant, ils sont vraiment universels aussi à ce niveau-là. Petit défaut, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle, les maps de connexion ne sont pas compatibles. Donc, si vous utilisez un display ou une caméra MIPI sur une Pi 4, vous serez obligé de changer la map de connexion parce que c'est pas compatible avec la Pi 5. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail aussi à savoir. Par contre, les displays et les caméras sont compatibles avec la Pi 5 à ce niveau-là, sauf le câblage. Alors, voilà à quoi ressemble un petit peu ma Pi 5. D'ailleurs, je vais vous la faire passer. Elle est ici. Donc voilà un petit peu. Donc bon, après, effectivement, on a le soc et tout, donc bon, il est là. Ça, c'est le bouton effectivement de marche arrêt, les deux connecteurs HDMI, la prise d'alimentation en USB-C, le real time, les USB 2 et 3. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on a un connecteur de ventilateur. Enfin, donc ça, c'est pas mal. Ça évite de faire des brochages bizarres. Donc ça, c'est bien. Donc après, on a tous les GPU. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et là, c'est le connecteur pour le power sur le câblage Ethernet, ici, qui est situé là. Et ça, c'est les nouveaux emplacements des connecteurs MIPI à ce niveau-là. Par contre, vous verrez qu'ils ont supprimé la prise jack. On n'en a plus. Voilà, donc si vous aviez effectivement des systèmes audio, on ne pourra plus utiliser de système audio jack, parce que ça n'existe plus. Il faudra passer en USB. Voilà, donc ça, c'est juste une petite précision à savoir. Alors, quels sont les plus que l'on peut dire au niveau de la Pi 5 ? J'en ai quand même trouvé beaucoup. Malgré tout, déjà, effectivement, c'est le socle. On a des nouveaux usages qui se dévoilent, et notamment dans tout ce qui est le machine learning, l'inférence, donc tout ce qui va être dans les entraînements de données de l'intelligence artificielle et tout ce qui va être dans le machine learning que vous passez par du PyTorch ou de TensorFlow. Ça fonctionne bien mieux aujourd'hui avec une Pi 5 qu'avec une Pi 3 ou Pi 4. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle si vous en faites. Et vous pouvez monter comme ça des petits POC d'inférence directement avec une Pi. Maintenant, c'est vraiment exploitable. Alors, ne vous attendez pas à faire effectivement ce que l'on fait avec de la champ Media, évidemment. Par contre, ça permet de démarrer comme ça des petits projets d'inférence ou pour tester une idée. Donc ça, c'est déjà pas mal à ce niveau-là. Le TensorFlow Lite, PyTorch sont disponibles sur ARM et donc sur Pi, donc ça ne pose pas de souci en soi à ce niveau-là. La compatibilité, évidemment, des GPIO, la quantité de RAM en standard, le PCIe aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Le connecteur de la batterie externe aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai quand même mis le bouton marche arrêt parce que, effectivement, dans certains contextes, ça peut être intéressant. Bonne nouvelle aussi quand on fait du debug. Alors, ça, c'est très intéressant. On a enfin un connecteur WART, enfin par défaut, et qui nous simplifie vraiment la vie et ça nous évite des brochages vraiment bizarres. Et ça, c'est pas mal. Et enfin, effectivement, un form factor, au moins au niveau des dimensions de la board, qui sont
standard, et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, qui a déjà utilisé du Wart ici? Ou au niveau du JTAG? Wart? Ouais. Et tu passes par quoi avec un probe? Honnêtement, je suis bandit sur la glace là-dessus. D'accord. Donc, je l'ai utilisé, mais je ne peux pas dire que je suis expert. D'accord, ok. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en fait, d'ailleurs, voilà. En fait, quand on passe par du JTAG ou quand on passe par du Warp, etc., en fait, ça nous permet de voir, en fait, de faire un debug vraiment très très bas niveau au niveau du matériel. Et on voit vraiment tout ce qui se passe en fait au niveau de la carte, que ce soit en Arduino ou que ce soit effectivement en Pi. Et en général, on va passer par ce genre de petites bestioles. En fait, c'est ce qu'on appelle en fait un debug probe. En fait, donc ça, c'est ce qui va se connecter en fait à votre carte principale, et c'est lui en fait qui va permettre de faire transiter toutes les informations de debug en fait, sur votre moniteur de contrôle sur votre PC. Voilà. Donc ça, c'est le probe officiel. Voilà. Ça coûte une trentaine d'euros ou 25 euros. Le seul inconvénient de ces probes, en fait, chaque carte, que ce soit Arduino, Pi ou de l'ESP, c'est un debugger à matériel spécifique. On ne peut pas utiliser le probe debug de la Pi sur de l'ESP32 ou inversement. Sauf à acheter un debug probe dit effectivement universel, qui est capable de supporter l'ensemble des cartes. Par contre, vous allez le payer très cher. Un debugger universel comme ça, c'est aux alentours de 150 à 200 euros minimum. Voilà. Donc ça, je vous le ferai passer pour que vous le regardiez tout à l'heure. En fait, ça s'appelle le Art Universal quelque chose. Ouais, n'est-ce pas? Mais bon, c'est voilà. En fait, ce qui pose problème, c'est que quand on est vraiment en debug très très bas niveau, en fait, ce qui pose problème à ce genre de device, c'est le CPU et c'est l'architecture au niveau du processeur qui change. Parce que là, les adressages, mais ils ne sont pas les mêmes, mais les bus, mais ils ne sont pas les mêmes non plus. C'est pas juste un upsell. Non, non, non. Non, non, parce qu'en fait, tu fais de l'introspection en fait vraiment très très bas niveau. En fait, tu vois tout ce qui se passe au niveau de chaque pin du SOC et de la carte. Voilà. Et comme en fait, chaque carte a sa propre conception, d'où en fait la différence à deux probes que l'on va avoir. Alors, les moins, déjà, moi je déteste les micro HDMI. Voilà, ça c'est clair et net. Je dis oui, effectivement, PCIe. Alors ça, c'est une très très bonne idée. Par contre, et ça, c'est un des gros défauts de l'API 5, c'est qu'on n'a pas de connecteur M2, donc pour faire du stockage, effectivement, au niveau de la carte, parce que sur certaines concurrentes de l'API, en fait, je pense effectivement aux Android ou même aux Orange Pi, vous avez un connecteur M2, donc de stockage, qui se trouve au dos en fait de la carte. Donc, en fait, vous insérez une barrette de stockage et elle est immédiatement reconnue par la carte. Et ça, c'est vraiment super pratique. Alors que là, en fait, et ça, vous le verrez avec une photo, pour pouvoir utiliser le stockage M2, on rajoute une shield. Donc, voilà, donc c'est une bonne idée, mais on ne va pas au bout, encore une fois, de la logique qui vaudrait vraiment une carte totalement intégrée. Ça, c'est le petit souci. Alors, moi, je l'ai mis en moins aussi, c'est que les GPU ne changent pas. Alors, oui, effectivement, c'est un plus, parce qu'on est rétro-compatible. Ça, je dis oui. Par contre, ça fait 12 ans qu'on fonctionne sur les mêmes pins. Donc, c'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est limitant. Bah, en fait, moi, je trouve que oui, parce que aujourd'hui, je pense qu'on pourrait avoir des shields qui proposent beaucoup plus de choses ou beaucoup plus de puissance de traitement, mais que l'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que je prends l'exemple du stockage. En fait, tu es obligé de passer par le bus en PCIe maintenant, mais qui te rajoute encore une shield. Donc, alors oui, effectivement, c'est très bien parce qu'on va garder tous les investissements. Par contre, on ne va pas avoir d'évolution très nette sur les shields. Est-ce que c'est la volonté de Raspberry Pi de faire une machine de course ou Ah, la philosophie de design finalement? c'est le problème, c'est que en fait, maintenant, ils ne répondent plus trop à cette question-là maintenant. Ils disent que c'est une évolution, mais c'est tout.
Mais tu vois, parce que si on fait vraiment de l'inférence ou même du clustering, parce qu'on peut faire effectivement du clustering avec ça, la question, c'est est-ce que les GPU ne sont pas trop limitants à ce niveau-là? C'est la question que l'on peut se poser. Est-ce que c'est leur target de faire du clustering? Non, non, non. Une petite carte sympa Non, non. qui est un peu Non, non. rétrocompatible et Non, non. qui va C'est vrai. se mettre- C'est vrai. Donc, ah. Donc effectivement, la prise audio jack bon, a disparu. Donc bon, ça peut être un inconvénient. Par contre, ce qui est très embêtant, c'est que tous les boîtiers Pi3, Pi4 ne sont plus utilisables. Donc ça, vous oubliez. Donc en fait, on ne pourra pas faire de migration Pi5 comme ça. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Voilà. Et surtout, et ça reste le gros défaut quand même de la Pi, c'est la chauffe. En fait, elle chauffe énormément et ça ne s'est pas amélioré. Donc, ce qui pose un problème de fonctionnement et ce qui oblige, quand vous faites de l'usage avancé, mettons de l'inférence en machine learning, vous êtes quasiment obligé d'avoir du cooling, donc du refroidissement physique dessus. Parce que sinon, la carte, en fait, elle va se mettre, on va dire, en sécurité et donc elle va abaisser son niveau de fonctionnement à ce niveau-là. Donc, les cartes MIPI, ça, je l'ai déjà dit. Ça, maintenant, on oublie. Maintenant, effectivement, les 45 $, effectivement, à l'origine, ça on va oublier. Et surtout, aussi, on n'est pas capable de la réparer, mais aussi simplement, parce que quand vous cramez une pie, la pie est cramée. C'est clair et net. Hein, et ça m'est déjà arrivé à quelques reprises. Voilà. Alors, voilà quelques nouveautés. Donc, le bouton à marche arrêt. Donc, en fait, c'est le petit bouton qui est là, en fait. Donc, et en fait, il est juste là. Voilà. Il est ici. Il est sur le côté. Donc, ça, c'est géré nativement par le système. Donc, c'est le Raspbian qui le gère. Donc, en fait, quand vous pressez le bouton, automatiquement, le système le reconnaît et soit vous le cliquez dessus et si vous faites effectivement un arrêt prolongé, il s'arrête de lui-même. Donc, ça, c'est géré au niveau du logiciel. Donc, ça pose aucun problème. Et vous pouvez même rajouter en plus un petit bouton d'alimentation en plus externe que là, vous pouvez gérer vous-même par code. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est le petit bouton juste ici. Le connecteur, effectivement, real-time clock, donc l'horloge en temps réel. Donc là, maintenant, effectivement, on pourra l'utiliser. Par contre, il est utilisable si vous avez une batterie externe. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand l'appli n'est plus connectée à son alimentation, évidemment, elle perd tout. Donc, si vous voulez avoir effectivement l'horloge temps réel qui fonctionne, il ne faudra pas oublier de rajouter la batterie externe dessus, évidemment. Par contre, vous pourrez faire de l'alarme, etc. Donc, ça ne se pose aucun problème. Et garder surtout les configurations date et heure par défaut. Donc, c'est un petit connecteur classique, effectivement, en JST, voilà, qu'on connecte vraiment très simplement. Et la Fondation Pi propose sa propre batterie externe et des conseils, évidemment, des autres batteries externes non officielles, évidemment. Donc ça, et c'est du lithium, absolument classique. François, ouais. Vu que tu disais que dans le Raspberry, que maintenant, le Pi5, les lignes se connectent en USB-C. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre des fois une batterie externe qui se connecte en USB-C? Non. Alors si, mais en fait, elle n'aura pas le même rôle. Oui, mais en fait, là, cette batterie externe est liée uniquement à la fonction horloge. C'est tout. En fait, on ne peut pas utiliser une LiPo. En fait, les fameuses batteries LiPo, en fait, ne vont pas être capables d'alimenter en fait la Pi5. Ce n'est pas son rôle. Par contre, si vous avez effectivement une batterie externe, donc un stick batterie classique que l'on peut avoir ailleurs, effectivement en USB-C, ça pose aucun problème. Par contre, on va pas, on va pas faire de l'alimentation de la Pi5 avec ça. C'est la seule nuance en fait que l'on va avoir. Juste une question. Ouais. Ça veut dire que dans une utilisation normale, quand on démarre, si tu débranches, rebranches par Raspberry Pi, ouais. Il n'a plus l'heure, il n'a plus la date. Alors, si tu n'as pas de batterie
Oui. Ouais. Ah, ça, c'est pour ça, en fait, qu'on te conseille toujours d'avoir une batterie externe. En plus de l'alimentation. Alors, en fait, lui, il va détecter que ton alimentation principale n'est pas là. Et si tu as la batterie externe lithium qui est bien présente, c'est elle qui prendra le relais à ce niveau-là. Alors, le refroidissement, donc ça, c'est le refroidissement officiel. Voilà. Alors, je rassure que tous les non officiels, ils fonctionnent aussi, hein, évidemment. Donc voilà, donc avec le connecteur voilà, en JST classique, hein, donc en fait, qui va se brancher vraiment dessus et qui va en fait refroidir donc les chipsets et le socle qui est là. Alors, quand je dis que la carte chauffe, hein, en fait, en pleine charge, on est proche des 80 degrés. Qui est quand même relativement élevé quand même, hein, à ce niveau-là. Il faut l'acheter. Ça, oui. Ouais. Ça coûte environ 20 $. Ça fait combien l'édition? Ah bah, en fait, une pique 4 Go avec tout ce que j'ai dit là, on arrive à 100 $, à peu près. Par contre, honnêtement, on est condamné à avoir une ventilation. Alors, soit vous mettez effectivement une pâte thermique avec un dissipateur thermique, alors, qui est plus ou moins efficace. Ça va refroidir légèrement, effectivement, le soc, mais par contre, ce sera moins efficace que de la ventilation active, toujours. Donc voilà, donc ça, pour moi, ça reste le gros défaut de l'appli à ce niveau-là. Ils n'ont pas résolu le problème de chauffe aujourd'hui. Et si vous faites vraiment de la pleine charge et que vous ne ventilez pas, de toute façon, la carte va va s'auto-bloquer d'elle-même et va réduire la puissance délivrée au niveau des bus internes et du processeur. En fait, la chaleur, dès qu'on dépasse les 65 à 70 ou 70 degrés, il va lisser en fait mal les performances. Ça peut arriver. Mais c'est vite. Hein. Si par exemple, tu fais de l'encodage à vidéo ou de décodage vidéo ou de l'inférence, il sollicite énormément, en fait, que ce soit le CPU ou le GPU. De toute façon, ton stock, mais il va chauffer. Voilà, donc ça, c'est un des gros défauts de l'appli. On peut. On peut. Après, bon, honnêtement, c'est une alternative moins chère, effectivement, à la carte effectivement NVIDIA Jensen, qui coûte 120 à 150 $, mais qui est faite vraiment pour ça. Après, c'est un choix à ce niveau-là. Alors, vous râlez un petit peu. Alors ça, c'est les prises de température faites par quelques sites. Donc, sans le cooling actif, donc sans le refroidissement actif. Donc là, on dépasse quand même allègrement les 80 degrés, effectivement. Et ça, c'est les temps en secondes, hein, qu'il faut pour atteindre les températures. Voilà. Donc, en fait au bout de moins, même pas une minute, en fait, on est déjà aux limites, hein, du truc. Voilà. Donc, quand on est effectivement sur juste ce que je vous ai montré là, donc ça, c'est juste le dissipateur et le ventilateur. Donc là, on baisse un petit peu. Donc là, effectivement, on descend on est aux alentours de 70. Ça reste honnête, mais ce n'est pas non plus foufou, on va dire, à ce niveau-là. Par contre, si on utilise vraiment un boîtier de cooling dédié, là, effectivement, on dépasse légèrement les 60. Et ça devient très intéressant. Par contre, ça vous rajoute une surcouche en plus, ça vous encombre plus et ça vous alourdit encore plus à la facture. On va dire qu'un boîtier comme ça de cooling, donc de refroidissement actif, en général, on est au minimum sur du 30 ou 40 €. En général, on est à ce niveau-là. En général. En plus, du kit ventilateur qui refroidit, on peut mettre le boîtier par-dessus pour simuler de mettre sans un boîtier. Non, mais ça, c'est faisable. Donc, on peut le faire. Par contre, il ne faut pas que le boîtier il touche le ventilateur. Il te faut de l'espace. Parce que sinon, en fait, on n'a pas les flux qui se créent.
sinon, à ce niveau-là. Donc, le port PCI, donc ça, c'est intéressant, et notamment au niveau du stockage, parce que c'est vraiment fait pour ça. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est on peut l'ajuster vraiment au fonctionnement en configuration texte, donc avec le config.text. Donc, ceux qui ont fait du DOS, mais du batch DOS, voilà, donc ça, on s'en rappelle très bien de ça, même quand vous faites du Flutter, d'ailleurs. Et ce qui est très amusant, c'est qu'officiellement, effectivement, c'est du Gen 2, sauf qu'on peut le forcer en Gen 3. Donc, en fait, on gagne un petit peu en puissance. Alors, pourquoi on est en Gen 2? Parce que officiellement, le contrôleur du PCI est Gen 2. Mais en fait, c'est à faux Gen 2 parce qu'il est, en fait, c'est vraiment Gen 3. C'est là juste. Alors, en termes de puissance, on gagne un petit peu, mais ce n'est pas non plus effectivement hallucinant. Donc, ça, c'est juste une manip à faire au niveau du config. Point texte. Ça, c'est très, très simple à faire. Et surtout, et ça devient très intéressant, on peut faire du boot sur du stockage M2. Donc, en fait, si on rajoute effectivement le shield de stockage M2 dessus, on peut faire un boot directement dessus qui sera plus rapide que le boot en USB. Et surtout plus stable. Voilà. Par contre, pareil, il faudra faire une modif au niveau du config.text en lui donnant en fait l'ordre de boot. En fait, on va juste changer effectivement le boot order au niveau textuel à ce niveau-là. C'est déconseillé à faire Non, mais il faut faire attention, c'est tout. Voilà. Et surtout, on peut le connecter et le déconnecter, pareil, en modifiant en fait les configs texte. Pareil. Donc là, l'avantage, c'est que en fait, comme c'est vraiment, en fait, c'est du shell derrière, on peut aller très très loin dans l'optimisation à matériel de ce bus-là. Mais ça, c'est pas mal. Par contre. Si vous ne faites pas attention et que vous donnez une mauvaise configuration, le risque, c'est qu'il boucle sans fin. Donc après, il faut reprendre la main dessus, effectivement, en SSH, et refaire une config propre, ou sinon effacer la partition de boot et refaire un boot propre derrière. C'est tout, en fait. Ouais. Non. Donc voilà quoi va ressembler en fait le hack officiel du stockage M2. Donc voilà, donc c'est un hack classique donc, que vous installez sur la carte. Donc là, on va avoir effectivement la map de connexion à faire donc en fait sur le port PCI qui est ici. Voilà. Et ça, c'est la barrette de stockage. Classique, voilà. Ouais. Donc c'est du classique. Alors là, la carte seule comptait une vingtaine de $. Une barrette M2 comme ça, classique, de quelques gigas, ouais, on en trouve aux alentours de $15. Après, plus vous rajoutez du stockage dessus, et plus c'est cher, évidemment. Alors, au niveau MIPI, donc, comme je le disais, donc, maintenant, ce sont deux connecteurs qui sont strictement identiques. Les deux acceptent que ce soit le display ou la caméra, donc ça, c'est pas mal. Et comme je le disais, effectivement, les câbles changent. Par contre, les devices officiels sont tellement supportés, donc ça pose quand même. Par contre, la fondation Pi met bien en garde. Si vous utilisez effectivement des devices non officiels, il y aura des configs au niveau du driver à faire. Donc ça, c'est à savoir, et notamment si vous utilisez des écrans, donc en fait des displays qui ne sont pas standards, vous aurez sans doute de la config à faire en bas niveau pour pouvoir être vraiment utilisable. Enfin, ça ne change pas beaucoup la situation, ce qui était déjà le cas aujourd'hui à ce niveau-là. Donc le WART, donc, comme je vous l'ai montré, donc voilà, donc en fait, il se connecte ici, donc en fait, à côté des connecteurs HDMI, en fait, entre les deux, ici. Donc ça va être effectivement utile pour faire le debug. Donc, donc c'est un debug vraiment en série, classique à ce niveau-là. Une commande très très utile. Alors, je ne sais pas si quelqu'un qui utilise l'API a déjà utilisé cette commande-là. Donc, c'est le vcgen command. Est-ce que quelqu'un connaît? Non? Personne?
En fait, ce sont des commandes vraiment système. Donc ça, c'est via le terminal classique, hein. Donc ça, c'est de la CI classique. L'avantage, en fait, de ces commandes-là, c'est que vous êtes capable de monitorer très finement ce qui se passe exactement sur la carte. Donc, en fait, elle va vous donner l'ensemble des données, des températures, l'ensemble des performances de la carte graphique, les performances de chaque corps CPU, etc., etc. Donc, en fait, aujourd'hui, on a une trentaine de commandes liées effectivement à cet ensemble-là. Donc, en fait, c'est Broadcom en fait, qui a développé pour Pi en fait, ces commandes. Donc là, en fait, si vous voulez vraiment faire un monitoring de bas niveau de la carte, au niveau de tous les bus, de tous les connecteurs et tout, c'est par ces commandes-là qu'il faut le faire. C'est quel langage? Ça, c'est du Python. En fait, ça c'était codé en Python, en fait. Mais en fait, c'est comme un shell DOS classique, en fait, hein. D'accord, mais c'est propre. Oui, ouais, tout à fait. Mais franchement, c'est super pratique. C'est pour plutôt du game local. Game local. Alors, bah, en fait, si par exemple tu fais un tableau de bord de température de la carte, mais donc quand tu es effectivement en industriel et que tu as besoin de savoir ton environnement et que l'environnement de l'API en fait, n'est pas trop dangereux, en fait, tu récupères toutes les données vraiment de physique de la carte. Donc comme ça, et tu peux mettre des alertes. Si ta carte elle dépasse les 90 degrés, en fait, via ces commandes-là, tu vas être capable de gérer une notification derrière. Mais ça, c'est pas mal, ça, par contre, tu vois. Bah, en fait, c'est Broadcom en fait, qui l'a fait comme ça. Alors, je pense, alors ça, je n'ai pas testé, mais je pense qu'on peut le court-circuiter autrement. Mais en fait, ça te permet en fait, d'avoir un niveau d'abstraction et d'avoir des commandes simples. Parce que sinon, il faut aller en hexa, sinon. Voilà. Alors, au niveau des perfs purs et durs, donc là, je vous ai donné quelques exemples. Donc là, la Pi 5, en fait, il est quand même largement au-dessus. Hein. Donc ça, c'est la Pi 4 et ça, c'est la Pi 5. Simple core en multicœur. Donc là, on voit déjà en simple core, on est quand même largement au-dessus. Hein. C'est quasiment du 3 fois en perf pur et dur. Double, au minimum le double quand on est effectivement en multicœur. Donc là, en fait, mon multicœur, c'est quand vous avez plusieurs tâches en parallèle hein, qui s'exécutent sur les 4 cœurs, évidemment. Et là, on fait du pleine charge sur un seul cœur à ce niveau-là. Donc là, effectivement, en brut, il n'y a pas photo. La Pi 5 est quand même largement au-dessus. Par contre, si vous êtes effectivement en single core, donc que vous saturez pas tant que ça le SoC, en fait, le processeur, en fait, on voit que même sans un dissipateur actif, en fait, on perd quasiment pas de puissance. Par contre, quand on sature vraiment les 4 cœurs, on voit effectivement que le dissipateur thermique, là, il joue son rôle à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment flagrant à ce niveau-là. Voilà. Et là, c'est pareil. Hein. Donc ici, alors là, on est vraiment. Donc ça, c'est un exemple d'afférence en machine learning. Hein. Donc en fait, la Pi 5 en 4 cœurs, dans 4 threads, c'est le vert. Donc là, on voit vraiment que l'on gagne énormément en puissance de traitement. Le bleu, c'est la Pi 4 en bleu. Donc là, on voit quand même que le changement de processeur et de SoC interne, quand même, joue vraiment son rôle à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans l'API 5, un certain nombre de composants ont été faits par la Fondation Pi, et notamment le fameux, effectivement, c'est le Raspberry Pi 1. C'est un composant vraiment dédié à l'API 5 et qui gère en fait toutes les entrées-sorties de la carte. Normalement, quand on est dans un SoC, c'est le SoC qui intègre le gestionnaire d'entrée-sortie. La Fondation Pi s'est dit non. En fait, pour décharger le processeur et le SoC, en fait, ils ont décidé de faire un contrôleur d'entrée-sortie dédié. Et comme ça, en fait, le processeur, on va être capable de mobiliser plus de puissance de traitement directement dans le processeur et non pas le surcharger
inutilement pour faire tout le travail de gestion d'entrée-sortie. Donc, c'est les GPIO, c'est le PCI, c'est le MUTI, etc. Donc là, en fait, on gagne effectivement en souplesse parce que toutes les tâches comme ça de gestion de bas niveau de la carte, ce n'est plus le processeur qui s'en occupe, mais ce composant-là. Et ça, c'est très, très bien parce que quand vous faites de l'inférence ou de l'encodage, mais décodage à vidéo, comme ça, on exploite beaucoup mieux la puissance brute du processeur. Alors, c'est quand même un projet qui a nécessité 7 ans de développement et 25 millions de dollars quand même de budget. Donc, c'était quand même pas rien et c'est un défi quand même qu'ils ont su relever à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'était pour l'API 5. Est-ce que vous avez des questions pour l'API 5 déjà? Non, c'est bon? Alors, Arduino. On évolue les performances. Le fait qu'ils ont augmenté le prix, c'est lié au prix des composants de la fabrication? Ah bah tout, en fait, c'est les composants. C'est en fait parce qu'un SoC Broadcom coûte plus cher que d'Atmel ou qu'un SoC ARM, mais de génération inférieure. Évidemment. Et les contrôleurs de USB-C coûtent plus cher. Et le fait de rajouter aussi les nouveaux boutons, les connecteurs et surtout un bus de PCI, ça rajoute encore de la conception en plus et donc du coût en fait en plus à ce niveau-là. Alors sur l'Arduino Uno R4, donc ça c'est la version Wi-Fi. Donc là, on est vraiment dans la continuité en fait de la Uno. Hein. Donc, qui déjà utilise ici de l'Arduino déjà ici? D'accord. OK. Très bien. Alors, en fait, dans la version R4, hein, ils ont fait 2 déclinaisons de la 4. Donc ça, c'est la minima. Voilà. Ici. Et celle qui fonctionne en bas, c'est la Wi-Fi. Qui est juste là. Alors, en fait, la différence va se tenir vraiment sur la matrice LED que l'on a en défaut et la connectivité réseau en fait de la Wi-Fi, parce que pour faire en fait la connectivité réseau Wi-Fi et Bluetooth, en fait, Arduino a rajouté un microcontrôleur. C'est un ESP32 qu'ils ont collé en fait sur la carte. Voilà. Donc ça, c'est aussi un petit avantage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la R4? Alors, déjà, on est dans du SoC ARM, hein, donc là, on est vraiment dans du ARM comme dans d'autres cartes, alors qu'avec l'arrière-plan, on était dans l'Atmel, donc qui coûtait peu cher, qui était extrêmement mature à ce niveau-là. Par contre, un très grand saut quantique, on va dire, au niveau stockage. On a beaucoup plus de stockage maintenant avec la R4 Wi-Fi et minima, et on a plus de RAM aussi, et ça, c'est vraiment bien. Parce que je rappelle quand même que sur la R3, on n'avait que 2 cas de RAM. Donc, ce qui était très, très limité à ce niveau-là. Et maintenant, on bénéficie royalement de 32 cas de RAM sur la minima et 32 aussi sur la Wi-Fi, mais à cela se rajoute le stockage et la RAM du module Wi-Fi. Parce qu'on a effectivement l'avantage d'avoir de l'ESP32 dessus. Ensuite, au niveau des GPIO, ce sont les mêmes. Donc là, on a un souci à ce niveau-là. Dans la minima et la Wi-Fi, on a 2 bus de connexion qui se rajoutent. C'est le protocole CAN, donc, et ça, on verra ça dans quelques minutes. Et c'est le QWIIC. Donc ça, on verra ça aussi dans quelques minutes. Ça permet de simplifier en fait le chaînage de vos capteurs à ce niveau-là. Alors, pareil, je vais vous en dire du mal. Voilà, parce que pour moi, ça n'a pas forcément un intérêt plus que ça. Par contre, très gros défaut de la R4, et ça, c'est à prendre en compte quand vous chargez vraiment à bloc le nombre de capteurs sur une carte, c'est que la tension au niveau des entrées-sorties des pins, en fait, passe de 20 microampères à 8 microampères. Donc, en fait, ça veut dire que par les broches qui sont effectivement alimentées, on ne bénéficie que de 8 microampères au lieu de 20. Donc, ça veut dire que si vous commencez à trop charger en capteur en fait, ces broches-là,
vous allez avoir un problème de fonctionnement. C'est une million, en fait, je crois. Oui, pardon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais bon, en tout cas, on en perd vraiment à ce niveau-là, et ça, c'est vraiment un très, très gros défaut. Par contre, après, le voltage du fusage, heureusement, il reste le même, hein. On est en 5 volts, sauf en ESP32, parce que comme vous le savez toutes et tous, en ESP32, on est en 3.3. Et Dieu sait que j'en ai cramé comme ça aussi. Voilà, donc ça, c'est le petit truc aussi à savoir. Par contre, la plage de voltage en entrée, par contre, elle s'agrandit un tout petit peu. On est avec la R3, on était à 6,20 volts, et là maintenant on est 6,24 volts. Donc là, on peut utiliser en fait des animes légèrement plus puissantes. Ça, c'est pas mal. C'est pas non plus foufou, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Au niveau du prix, la R3 officielle était à 24 €, ce qui était exorbitant et très cher, hein. Donc là, ils ont fait un effort quand même au niveau du prix. La minima, elle est à 18 € et la Wi-Fi, elle est à 25 €. C'est déjà un petit peu mieux. Par contre, je vous préviens tout de suite, on ne verra pas des clones de la R4 avant longtemps, à cause du SOC. Donc, c'est le petit souci à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, voilà, donc ça, c'est le mapping des entrées-sorties de la minima. Donc, en fait, on n'a pas grand-chose de spécifique à dire, hein. C'est du grand classique à ce niveau-là. Voilà, donc on a de l'I2C, on a de l'analogique, on a du digital, on a du SPI, on a du WART à ce niveau-là. Donc, ça, c'est au niveau des bugs. Donc là, on est vraiment dans du classique Arduino. Donc là, voilà, donc on n'a pas de surprise à avoir à ce niveau-là. Les plus de la minima, c'est la compatibilité du code actuel avec à l'Arduino à un détail près. Si vous utilisez des librairies qui attaquent les instructions de l'Atmel, et si vos codes attaquent des fonctionnalités bas niveau de l'Atmel, donc du microcontrôleur, ces codes et ces librairies ne fonctionnent plus avec la R4. Comme on change d'architecture du microcontrôleur, automatiquement, tout le code de bas niveau et les librairies bas niveau qui attaquent les fonctions internes au microcontrôleur ne fonctionnent plus avec la R4. Donc, vous allez être obligé de migrer toutes les librairies et tous vos codes. Voilà, c'est bon à savoir, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Bon, après, c'est du ARM Cortex, hein, en fait, c'est comme à la Pi5, mais en moins puissante à ce niveau-là. Un petit avantage de la minima aussi, c'est qu'on a le protocole CAN. Par contre, on n'a pas le bus de connexion UWIIC. Voilà, ce qui n'est pas plus mal, mais ça, c'est autre chose. Avantage aussi de la minima, c'est qu'on a un vrai connecteur de debug JTAG. Donc ça, c'est pas mal à ce niveau-là. Et on a les classiques de bus I2C. Donc je rappelle que le I2C permet de chaîner X capteurs et X composants comme ça via un seul bus. Et ça, c'est vraiment top à ce niveau-là. Voilà. Et pour l'alimentation, soit vous passez par le gros jack habituel, soit par de l'USB-C. Par contre, contrairement à la Pi5, l'USB-C de l'Arduino R4 peut vous servir pour son alimentation et pour la programmer. Donc là, en fait, il est plus souple d'utilisation que sur la Pi5. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et ça prend combien en puissance le USB-C? Bah, en fait, pas grand-chose, en fait, parce que comme à la carte, elle est en voltage 5 volts, en fait, si tu as un bus USB qui supporte les 5-6 volts, ça ne pose pas de souci. Ouais, dans le sens où on peut négocier l'alimentation, la tension, ça sur les ports USB-C. Ici? Ouais, ouais. Ça, par contre, je n'ai pas regardé au niveau des libres, mais je pense qu'on peut le faire. Mais là, en fait, en voltage d'entrée, on est entre 5 et 24 volts. En fait, ce qui est comme celui-là, en fait. Ce qui est pareil. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, globalement, ouais. C'est pas, je parlais d'USB pour délivrer. Oui, en fait, c'est ça. C'est entre 5 et 26. 24, pardon. 24. Voilà, donc ça, c'est la version Wi-Fi. Alors, en Wi-Fi, on a le module Wi-Fi Bluetooth, donc c'est de l'ESP32, il est là.
On a la matrice LED. Donc c'est, je vous démontrer la carte après, donc qui est ici. Alors, est-ce que c'est utile d'avoir effectivement une matrice LED intégrée? Bon, voilà, c'est comme vous le sentez, hein, voilà. Par contre, on rajoute effectivement le connecteur QWIIC qui est ici en plus du protocole CAN qui est par défaut. Par contre, on perd le connecteur JTAG. Donc voilà, donc après, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà, c'est un choix d'Arduino. Alors, les plus de la Wi-Fi, bah, c'est la compatibilité du code avec les limitations susnommées. C'est encore et toujours le ARM Cortex, c'est le protocole CAN, c'est le QWIIC que l'on verra dans quelques minutes, c'est la connectique Wi-Fi Bluetooth. Donc ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, vous transformez ça en carte Arduino Cloud, en fait, comme parce que si actuellement, pour faire une connectique Cloud, il fallait acheter une carte Cloud. En fait, il fallait acheter, c'était l'Arduino Cloud, qui permettait effectivement une connectivité Wi-Fi Bluetooth à ce niveau-là. Voilà. Et on a une broche en real-time clock et la possibilité de contrôler un bouton off aussi au niveau du matériel. Alors, les moins, par contre, de la R4, pour moi, il y a trop de différences quand même fonctionnelles pures et dures entre la minima et la Wi-Fi. Donc là, en fait, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut privilégier. Est-ce qu'on privilégie le côté connectivité sans fil ou pas? Ça, c'est la question, effectivement, qu'il faut quand même se poser. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'ait pas gardé le connecteur JTAG, parce que quand on fait du debug matériel et de très bas niveau, c'est quand même utile. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est les limitations au niveau du voltage des pins power dans les GPIO. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. La broche de connexion real-time clock qui est limitée effectivement à l'édition Wi-Fi. Ça, c'est un petit peu dommage. Et comme je vous l'ai dit, toutes les instructions Atmel ne sont plus compatibles avec la R4. Alors, quelques fonctions avancées de la nouvelle Uno. On peut faire de l'HID, en fait, du Human Interface Device. En fait, votre carte en fait, va se transformer en clavier, va se transformer en manette et en souris. Donc, en fait, vous connectez en fait, la carte sur votre PC et ça remplace en fait, votre device de saisie ou votre manette de jeu. Donc ça, c'est pas mal, effectivement. On peut avoir comme ça un usage extrêmement interactif. Donc ça, c'est disponible sur la minima et sur la Wi-Fi et ça fonctionne uniquement en la connectant en USB-C et avec les libs externes pour rendre compatible tout ça, évidemment. Le connecteur KWIC. Alors, est-ce que vous connaissez les connecteurs Groove? Non. En fait, les connecteurs Groove, donc c'est le site de Studio. En fait, ça permet de connecter très simplement en fait, vos capteurs sur une carte Arduino. Donc, en fait, ça ressemble à ça. Voilà. Et puis, il faut imaginer que les capteurs ou les écrans OLED, en fait, ils ont ces dimensions-là. Et en fait, ce qu'ils ont rajouté, donc, c'est le 4WIIC. En fait, c'est issu de SparkFun. En fait, c'est un concurrent de site de Studio. C'est comme un Groove, mais avec un connecteur plus petit. Voilà. L'avantage, c'est un petit peu moins de place. C'est directement intégré effectivement au niveau de la carte. Donc, on a un connecteur effectivement d'extension de la carte. Inconvénient quand même de ce connecteur, c'est que déjà, vous avez beaucoup moins de choix de capteurs. Et les capteurs, comme c'est du SparkFun, et SparkFun coûte cher. Donc, c'est le petit problème. Alors, moi, je n'aime pas. Pour deux raisons, enfin trois raisons même d'ailleurs. Déjà, on est limité à 3 volts et non pas à 5. Donc ça, c'est le petit inconvénient quand même, alors que Groove, on a des capteurs en 5 volts et 3,3. Là, en passant effectivement avec le QWIIC, c'est que du 3,3. Donc ça peut limiter dans certains usages à ce niveau-là. Officiellement, on a 2 bus
KWIC, mais en fait, on en a un physique parce que le deuxième bus, c'est le chaînage I2C. Donc, on passe effectivement en voyeur 1 au niveau du code et que quand j'ai testé ça il y a quelques semaines, c'était buggé à mort. Et en fait, malgré tous les choix, toutes les astuces de codage, en fait, je n'ai jamais été capable de faire fonctionner le bus. Et la documentation est quasiment nulle. Voilà, donc ça, c'est le petit défaut, moi, je trouve, de ce bus. C'est dommage parce que l'idée est bonne. Par contre, je pense que ça demande à être un petit peu retravaillé et surtout qu'il débug un petit peu tout ça. C'est un bus, c'est récent ce bus? Non, en fait, c'est un bus qui existe depuis maintenant que 4 ou 5 ans et chez un concurrent de SparkFun, donc ça, c'est du côté effectivement d'Afroot. Ils ont aussi une gamme compatible avec ça, c'est le Stema. Voilà, mais c'est le même principe de fonctionnement que le KWIC. Voilà. Donc, c'est une bonne idée, mais honnêtement, je demande à voir. Voilà. Alors, ensuite, quelques fonctions à retenir. Donc, c'est l'analogue référence voltage. Alors, ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, grâce à cette fonction de bas niveau, en fait, vous allez être capable, broche par broche, de dire au système, en fait, le voltage précis que vous voulez avoir sur chaque broche. Ça, c'est pas mal quand vous avez des capteurs extrêmement précis ou extrêmement sensibles, en fait, à l'intention interne. Si, par exemple, vous utilisez une Arduino pour faire un système de pesage, et si vous utilisez des capteurs de pesée vraiment industriels, là, on est vraiment au gramme près. Et en fait, il faut vraiment avoir un contrôle du voltage extrêmement précis. Alors, dans la doc, effectivement, ne pas faire des voltages négatifs, évidemment, et c'est limité jusqu'à 5 volts, parce qu'on ne peut pas dépasser en fait le voltage maximum de la broche. Donc ça, c'est pas mal. La possibilité aussi, dans la version Wi-Fi, de coder, alors, partiellement, parce qu'on n'a pas accès à tout, mais on peut coder une partie des broches de l'ESP32 directement sur la carte R4 Wi-Fi. Donc ça, c'est pas mal à ce niveau-là, même si je rappelle que l'ESP32 est limité en voltage à 3,3 et non pas à 5 à ce niveau-là. Donc ça, c'est le petit truc. On a aussi accès à un DAC, donc le Digital to Analog Converter. Donc ça, c'est pas mal quand on fait des conversions de données ou de sons entre du digital, du numérique vers de l'analogique à ce niveau-là. Ça, c'est pas mal. Pareil, comme au niveau de l'analogue voltage, on a des amplificateurs opérationnels qui permet en fait d'avoir des mesures extrêmement précises du voltage broche par broche à ce niveau-là. Ça, c'est pas mal pour un certain nombre de montages. On a aussi deux types de boots en fait qui sont possibles grâce au SOC Cortex aussi à ce niveau-là. Voilà, donc c'est les petits avantages que l'on a sur la R4 actuellement. Alors, juste aussi en comparaison, parce que je trouve ça amusant, alors les ESP32, bon, donc ça vous le connaissez aussi sans doute, ça permet vraiment, donc c'est des cartes intéressantes. Donc là, je prends l'exemple avec une carte française, donc ça c'est fait en France. Donc c'est la même dimension que la Uno, en fait, à ce niveau-là. C'est de l'ESP32, par contre, effectivement, on a 524 de RAM et 4 Go de stockage. Voilà. Méga de stockage, pardon. Et ça coûte 18 €. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une bonne carte. Je l'ai testé, mais il n'y a pas très longtemps. C'est compatible avec Arduino, Pure C et MicroPython aussi. Oui, c'est ça. Mais franchement, elle est pas mal. Hein. Parce que le problème, c'est que. Attends, comment ça m'enchaîne Hop, voilà. Non, parce que. Ouais, on voit c'est bien marqué Made in France, mais on ne voit pas, c'est marqué UPZ. Non, parce que ça, c'est une édition spéciale, en fait, qui a été fait avec Habitation, qui est une fondation pour le monde des écoles d'éducation à ce niveau-là.
Et on va finir très très rapidement sur les usages un petit peu des deux cartes que l'on a vu, donc Malapi 5 et la R4. Donc en fait, mon petit 5, on va retrouver les usages habituels que l'on pouvait faire avant, donc dans le Media Center du mini PC, éventuellement poste de développement, box domotique aussi, parce que ça servait beaucoup de box domotique. En fait, c'est une gateway. En fait, ça permettait de créer effectivement des passerelles entre des hubs cloud et ces capteurs embarqués. Mise aussi en clustering, donc ça c'est pratique quand on fait de l'infrastructure et du serveur aussi. Maintenant, c'est vrai qu'avec la 5, en fait, on va apporter une dimension autour de l'IA et du machine learning beaucoup plus efficace que ce qu'on avait avec la R4. Et surtout, si vous faites du media center, là, vous allez pouvoir voir des films 4K sans problème. Voilà, donc c'est bien aussi. Voilà. Et la Uno R4, évidemment, on est dans des usages totalement différents, évidemment, à ce niveau-là. Donc, on reste idéal dans le prototypage maker, dans du prototypage, effectivement, objet connecté. Et la version Wi-Fi rapporte aussi toute ma dimension sans fil et connexion sans fil aussi à ce niveau-là. Et on peut migrer, effectivement, parce que là, le form factor est exactement le même et on n'a pas de problème au niveau des pins et des connecteurs. On peut migrer les projets que l'on avait avec la R3 en R4 sans problème, sauf, encore une fois, si vous utilisez des instructions de bas niveau au niveau du microcontrôleur. Voilà. Et j'aurai fini pour ce soir. On a un